Dans tout ça, finalement, le traitement n'est, une phrase que je dis souvent, c'est une béquille. Moi, j'ai jamais vu une béquille marcher. C'est les personnes, à un moment donné, peuvent s'appuyer sur une pharmacothérapie, un traitement médicamenteux, mais isolé, ça ne règle pas grand-chose. Hello et bienvenue sur Parole de Bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Et aujourd'hui, on parle avec Guédalia, qui est psychiatre et qui va nous parler du système de santé et notamment du parcours des personnes bipolaires. Je te laisse te présenter, Guédalia. Bonjour, donc je m'appelle Guédalia Suède, j'ai 34 ans, je suis jeune psychiatre à Pau, avec une activité hospitalière et une activité libérale. Top. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à faire de la psychiatrie? Je repense à cette entrevue que j'ai eue avec la coordinatrice à l'époque de la psychiatrie, où je lui avais dit que je m'étais toujours intéressé à l'âme humaine. Elle m'a dit, mais en psychiatrie, on s'occupe des cerveaux. Et finalement, moi, c'est en plus d'avoir eu dans mon entourage des personnes concernées par les troubles bipolaires, notamment des amis. C'est une question qui m'a toujours intéressé, de pouvoir accompagner les personnes et travailler en collaboration avec elles pour atteindre leurs objectifs, et dans ma manière d'être, peut-être cet état d'esprit qui permettait, dont la psychiatrie permet la mise en place, c'est-à-dire apporter des connaissances aux personnes pour qu'elles puissent les utiliser, se les approprier. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et ouais, en fait, tu t'en parles un petit peu, mais pour toi, quel est le rôle de la psychiatrie et d'un psychiatre? C'est pas pareil de travailler avec des enfants, travailler avec des adolescents, des jeunes adultes, des adultes ou des personnes âgées. Donc, je pense que le rôle du psychiatre évolue en fonction de la personne et du trouble qu'elle présente. Pour ce qui est du moins de la bipolarité, ce que je dis souvent, et encore une fois, je pense que c'est ma manière de voir les choses, elle est peut-être différente en fonction des psychiatres, mais c'est plutôt de permettre aux personnes de prendre des décisions en toute connaissance de cause, d'avoir tous les éléments pour prendre des décisions. À ce titre, j'ajoute aussi quelques précisions, puisque tu posais la question quel est le rôle de la psychiatrie. Il y a aussi un rôle d'arbitrage, j'ai envie de dire, au sein de la société et au sein du système de soins. C'est-à-dire qu'il existe tout de même des situations qui nécessitent la mise en sécurité des personnes, et il y a aussi ce rôle parfois d'arbitrage social qui peut être donné à la psychiatrie. Mais je pense que ça reste en marge, et c'est vraiment pas, ce serait extrêmement réducteur que de limiter à ce point-là. Je pense qu'on peut dire que le rôle, c'est de collaborer avec les personnes pour qu'elles puissent avoir les éléments pour pouvoir répondre aux questions et aux enjeux, et de prendre des décisions sur la santé. Ouais, c'est intéressant. Et je pense qu'on sait chacun un peu notre propre définition, parce que moi, le premier, quand je vais consulter mon psychiatre, en fait, je pense que je vais attendre quelque chose de différent de quelqu'un d'autre. Et le psychiatre a lui-même sa propre vision de ce qu'il doit faire pour aider son patient. Tu parles de deux choses. Tu parles de sécurité. Qu'est-ce que tu veux dire par la partie sécurité, justement? On va peut-être prendre un exemple dans les soins dits somatiques, qui ont attrait plutôt au reste du corps que la psychiatrie. Je veux bien que tu définisses bien les termes. En général, on peut opposer, et certains psychiatres n'aiment pas cette opposition, parce qu'elle supposerait qu'il y ait une différence entre la santé mentale et la santé physique, et finalement, ça ferait de la psychiatrie quelque chose qui n'est pas de la médecine à part entière. Et je comprends, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut éviter, parce qu'il y a une partie purement physique. Mais l'exemple que je prends, si quelqu'un a une pathologie, par exemple une méningite, avec un risque d'urgence vitale, on va prodiguer des soins sans consentement. Si une personne refuse d'être
On ne demande pas à une personne si elle veut être réanimée. On va pratiquer la réanimation sans le consentement Ouais. parce qu'il en estime qu'il y a un danger vital pour la personne. Et ça peut être, dans certains cas aussi, ce rôle dans la psychiatrie d'estimer qu'il existe un danger vital et de prodiguer des soins parfois sans consentement. C'était plutôt en ce sens. Ouais, c'est compliqué. Mais ça, justement, par rapport aux soins sans consentement, je serais curieux d'avoir un peu ton expérience et de comprendre comment ça se passe. Parce que, en fait, on peut l'avoir vécu à titre personnel. Et en fait, comment ça se passe de l'autre côté de la barrière? Parce que c'est vrai que c'est ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir ton avis un peu sur le parcours de soins. Mais pour ça, il faut avoir aussi ce que toi, tu as vécu. Alors, bien sûr, on va pas donner les noms, mais comment ça se passe justement? Et comment est-ce que toi, tu prends la décision de dire, OK, là, il y a un problème vital et qu'est-ce qui se passe en fait, généralement avec l'équipe médicale? Alors, il y a deux éléments. Le premier, parce que là, il y a deux types de dangers. Le premier, c'est pour la personne pour elle-même, et on est plutôt sur des thématiques de risque suicidaire. Il y a des outils, notamment quelque chose qui s'appelle RUD, qui est l'acronyme pour risque, urgence, dangerosité, qui permet de donner un risque d'un passage à l'acte suicidaire Ok. avec différents éléments dans l'histoire de la personne. Si par exemple elle a déjà fait un passage, la notion d'urgence, savoir s'il y a une impériosité, que le fait quelque chose, que la personne soit décidée, et la dangerosité, c'est la disposition, la mise à disposition des personnes de moyens létaux, par exemple. Donc, ou la dangerosité du moyen envisagé. Avec ces différents éléments, on définit un risque et lorsque ce risque est suffisamment important, on estime que les soins sans consentement peuvent être indiqués. Cependant, c'est à mon sens une des choses les plus importantes, c'est qu'il faut toujours obtenir, si ce n'est le consentement, c'est la participation et favoriser on dit le fait d'être acteur de sa santé. Mhm. Et notamment, pour ma part, c'est essayer d'expliquer aux personnes le choix que je suis amené à faire et leur demander qu'est-ce qu'elles auraient fait dans ma situation, justement pour qu'elles puissent elles-mêmes comprendre quels sont les enjeux du médecin et c'est peut-être vécu moins comme une décision arbitraire. Tout ça, c'est possible si la personne a la possibilité et dispose de ses moyens de réflexion. Donc, ça peut être différent lorsqu'il existe une altération partielle ou totale du jugement. Quand je dis partielle, il faut quand même que ce soit suffisamment important pour entraîner la possibilité de soins sans consentement. Cependant, encore une fois, on va toujours essayer d'obtenir le consentement et c'est quelque chose, lorsque le consentement est donné, il n'y a jamais de soins sans consentement, mais ça peut arriver lors d'idées délirantes qui peuvent être associées à certains épisodes maniaques sévères. Ouais, et je pense que c'est important de le répéter, c'est que, enfin, alors je suis pas médecin personnellement, mais vous faites pas ça pour le plaisir. Si vous le faites, c'est parce que vous pensez qu'il faut protéger la personne, et on le répète peut-être pas assez. Il faut, enfin en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire au maximum, mais c'est de, de faire que tout le monde se parle et que tout le monde puisse se comprendre. Et des fois, il y a un petit peu le côté, les méchants qui vont nous, entre guillemets, nous imposer des choses, alors que nous, on n'a pas le choix. Et c'est un sujet qui est très compliqué, enfin, personnellement, que j'ai pas vécu. Maintenant, c'est essentiel. Et non, mais c'est hyper intéressant de comprendre comment les décisions sont prises. Et tu parlais d'équipe, c'est-à-dire que généralement, la décision, elle est prise en collégialité. Comment ça se passe? Il y a un certificat, il y a une législation et il faut un certificat, notamment. Alors, les soins sans consentement sont en général sont pour les adultes à la demande d'un tiers. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut
On parle de soins SDT dans notre jargon pour soins à la demande d'un tiers. C'est un soin sans consentement, mais à la demande d'un tiers. C'est-à-dire qu'il faut qu'une personne de l'entourage atteste qu'il existe un danger actuel, ce qui limite la décision ou ce qui pourrait être arbitraire d'un point de vue médical. Mhm. Lorsque un tiers n'est pas disponible ou n'est pas retrouvé, c'est du coup une demande qui est faite. Donc on parle de STU, soins sans consentement dans une situation Alors, urgente. on va essayer d'éviter les acronymes parce que sinon on va se perdre. Donc c'est dans des situations urgentes, ça peut passer par d'autres voies. C'est-à-dire? Euh, je Alors, je crois que c'est la demande. Alors, c'est une bonne question parce que moi, c'est pas une activité c'est un cas qui m'est jamais arrivé et je l'ai su à un moment donné, mais il me semble que ce soit par je vais pas dire de bêtises. Donc, je préfère ne pas le dire parce que la demande qui est faite exactement et par qui elle passe, Ouais, on peut imaginer, par exemple, peut-être sur la partie plus police, ce genre de choses. Ça peut être des tiers ça, c'est encore en une autre. autre voie. Cette demande peut être faite par le judiciaire. C'est-à-dire qu'il y a la demande à un représentant de l'État. Ouais, ouais, non, mais enfin, c'est un sujet que je trouve hyper intéressant et dont on parle assez peu. Et surtout, bah, je te remercie de vulgariser ça parce que on a tendance un peu, et ce qu'on essaie de faire, c'est de régler un peu ce fossé. Maintenant, bon, le but quand même, pour ma part, et je pense pour la plupart d'entre nous, c'est de pas en arriver là et de pas en arriver à justement une hospitalisation potentiellement contrainte. Et c'est justement qu'est-ce qu'on peut faire. Et j'aimerais bien que tu me décrives comment toi, tu vois le parcours de santé et le système actuel, comment est-ce qu'il fait justement pour nous aider. Et je pense que c'est important, on a parlé de l'hôpital, peut-être de parler du rôle de l'hôpital, mais aussi parler... commençons par l'hôpital déjà. Quel est le rôle de l'hôpital dans le parcours de soins? L'hôpital, c'est peut-être un petit peu large parce qu'il faut bien diviser ce qu'on appelle des hospitalisations complètes, où on est hospitalisé toute la journée, d'hôpitaux de jour, où on vient sur des journées. Et enfin, le troisième point, c'est plutôt la partie ambulatoire, ce qu'on appelle les CMP, centres médico-psychologiques, où là, c'est une prise en charge pluridisciplinaire et c'est des consultations ambulatoires. L'hôpital recouvre l'ensemble de ces éléments avec des services plus ou moins variés, mais pour rester sur la bipolarité, je vais parler de ce que je connais, notamment l'hôpital de Pau. Il va y avoir, en fonction de la gravité et de répercussions, parce que ce qui fait finalement la gravité du trouble, c'est les répercussions sur le quotidien, mais aussi des troubles associés, du niveau de désinsertion parfois au sein de la société. Il y a différents types d'hospitalisation. Maintenant, peut-être j'aimerais ajouter, peut-être comme tu disais là, avant d'en arriver là, il peut y avoir sur un premier épisode quelque chose en effet d'assez traumatique et je pense qu'il y a en plus des représentations qui peuvent exister au sein de la population et une stigmatisation de la santé mentale, d'autant plus des hôpitaux. Il existe lors des premiers épisodes des services qui sont spécialisés justement dans ces premiers épisodes, pas à la limite qui nécessitent une hospitalisation et des premiers soins, mais on ne va pas sur des hospitalisations longues. Lorsqu'il existe des phases maniaques sévères, on est dans un autre cadre. Mais ça reste encore des premières hospitalisations. Ma question, et le point de réflexion, il est surtout sur la notion de directive anticipée. Quelque Ok. chose qui, dans le parcours de soins, de pouvoir mettre en place des stratégies en collaboration avec les patients sur les souhaits. Alors, c'est des choses qui existent, elles n'ont pas de valeur légale, c'est-à-dire que le médecin n'est pas contraint d'appliquer, mais c'est une bonne base de réflexion sur la collaboration. Ça peut inclure des traitements que l'on souhaite, voire des choses qui sont importantes pour nous. Mais même en amont, c'est les premiers signes et qu'est-ce que l'on fait avec des étapes en fonction des éléments, c'est-à-dire quels sont les premiers signes que j'ai identifiés, qu'est-ce que je peux faire qui a déjà fonctionné
lorsqu'il y a ces premiers signes. Si ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Et plus on respecte ces directives anticipées, tant d'un point de vue de l'usager que des professionnels de santé, on est dans quelque chose de moins violent, dans le sens où la violence est quelque chose auquel on ne participe pas et qui s'applique à nous. La violence déterminée ainsi, en effet, l'hospitalisation sous contrainte est violente puisque c'est quelque chose qui s'applique à nous, dont on n'a pas de, voire on n'y est pas d'accord. C'est obligatoire de ne pas être d'accord, sinon c'est plus de la contrainte. Donc, en ce sens, elle ne peut pas ne pas être violente, d'après ces définitions. Cela dit, pour éviter d'en arriver là, la mise en place des directives anticipées est en effet centrale. Alors, j'ai plusieurs questions. Déjà, il y a un terme que tu as utilisé, c'est le terme ambulatoire. Est-ce que tu peux le définir? Tu parlais par rapport au CMP. Des consultations dites ambulatoires, c'est des consultations sans hospitalisation. C'est comme si on allait voir son médecin généraliste, des consultations ponctuelles. On vient d'où là où on vient et on repart. Par Ok. exemple, des consultations chez le généraliste sont des consultations dites ambulatoires. Ok. Donc, ça va être très bien. Et donc, en fait, ouais, donc ce que toi, tu nous expliques, c'est qu'il y a vraiment dans l'hôpital public trois types de choses. Il y a l'hospitalisation complète, où on va dormir sur place, si je comprends bien. L'hospitalisation de jour, et les centres médico-psychosociaux, si je ne dis pas de bêtises. C'est toujours Psychologie. psychologique. C'est toujours compliqué de trouver le dernier et c'est le problème des acronymes. Et en fait, donc ça c'est intéressant, donc il y a vraiment ces trois différentes parties. Tu nous as parlé aussi des directives anticipées. Juste pour revenir rapidement par rapport à ces directives anticipées, concrètement, comment est-ce qu'on peut faire pour les mettre en place et quelles sont tes recommandations? Pour les mettre en place, il faut un professionnel de santé qui les propose. C'est rare d'avoir un patient qui soit très au fait d'entrée de ces mesures et de ces démarches. Ça consiste en un document qu'on co-construit. Et tout de même, on remarque que en hospitalisation, de plus en plus, c'est quelque chose qui est implémenté et qui est proposé aux patients à faire 1 à 2 semaines avant la sortie. Donc sur une fin d'hospitalisation, en fait, comment est-ce que ça se passe si jamais, hélas, on repart sur l'hospitalisation, comment est-ce qu'on fait pour que ça se passe le mieux possible? Et donc, dans le fait qu'on respecte les souhaits du patient, si je comprends bien. Exactement. Et l'importance de la co-construction, puisque ce n'est pas des directives anticipées faites par un patient dans son coin. Ça pourrait l'être et rester tout à fait pertinent d'ailleurs, mais je pense que le fait qu'il y ait une collaboration professionnelle usagée sur un document donne forcément de la légitimité. Et encore une fois, je pense pour moi, une de mes valeurs principales, une de mes boussoles dans ma pratique, c'est cette notion de collaboration. Qu'est-ce qui est important pour la personne? Quelles sont ses valeurs? Quels sont les enjeux? Et une chose que je demande tout le temps, mais quelle est votre demande précise? Et souvent, c'est pas évident, c'est pas si simple. Alors, il y a la demande qui est formulée initialement, mais quand on va plus loin, pourquoi est-ce que cette demande émerge? Qu'est-ce qui implique cette demande? Qu'est-ce que la personne veut en obtenant ça? Il faut même aller un petit peu plus loin et je pense que c'est une des bases pour moi, dans les prises en charge. Mais c'est intéressant. Et en fait, dans ce que j'entends, c'est qu'il y a dans l'hôpital public, en fait, on va dire que c'est granulaire. Il y a, si je comprends bien, donc tout ce qui est centre médico-psychologique, ça va être vraiment, je vais venir faire ma consultation de manière volontaire et sans avoir de cadre bien spécifique. Enfin, c'est vraiment, je fais ma consultation, je repars. Et donc ça va être un petit peu pour le côté de régulier et en fait pour maintenir une certaine stabilité. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je l'entends. Il y a l'hôpital de jour où ça va être déjà un petit peu plus intense
avec le fait de rester sur place la journée et seulement d'aller dormir le soir, et l'hospitalisation complète, où là, ça va être vraiment intensif, et on part du principe que on est dans une phase qui est trop importante et qu'on a besoin en fait d'être aidé toute la journée et même la nuit et de vraiment sortir un petit peu du système actuel. Et comment ça se passe? C'est-à-dire que généralement, par quelle étape on passe? Je vais donner un exemple assez simple. Comment est-ce qu'on sait vers qui aller au niveau de tout ce qui est hôpital public? La psychiatrie est encore sectorisée, c'est-à-dire qu'en fonction, pour l'hôpital public, en fonction du lieu de résidence, on est sur un secteur. Et puis après, pour le type de dispositif, ça va dépendre d'indications médicales et du besoin. Lorsqu'il n'y a pas besoin d'hospitalisation, on peut avoir besoin d'un suivi et on peut s'adresser Enfin, lorsqu'on va contacter d'ailleurs n'importe quel hôpital public psychiatrique, ils vont si on est dans le bon secteur, ils vont recevoir notre demande. Et puis après, il y a la notion des listes d'attente qui, en fonction des régions, est plus ou moins longue. Donc ça, c'est plutôt quand il n'y a pas d'urgence, on veut initier une prise en charge, on se pose des questions, on a une demande initiale. Il y a ensuite soit plutôt des consultations en urgence. Là, il y a aussi les urgences psychiatriques, comme il y a des urgences somatiques. Il y a des urgences psychiatriques où on peut être reçu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il y en a dans tous les départements. Et enfin, il peut y avoir aussi des hospitalisations dites programmées, c'est-à-dire qu'on voit, là, j'ai une difficulté, je souhaite être hospitalisé, mais j'ai besoin de régler 2, 3 trucs avant. Je ne sais pas, moi, par exemple, aller confier mes chiens, rendre les clés de l'appartement, etc. Et puis après, voilà, dans 2 jours, et prévoir une hospitalisation dans 2 jours. Ce qui donne le temps à la personne de s'organiser. Et c'est vrai que bon, quand on a les animaux domestiques, c'est mieux. Alors déjà, il y a un terme que tu as utilisé, somatique. Comment est-ce que tu pourrais le définir? Parce que moi, je suis pas sûr de comprendre. Bien sûr, c'est tout ce qui a trait au physique, au corps. D'accord. Et ça, on l'oppose souvent à la psychiatrie, mais c'est ce qui a trait au corps. Tu regardes sur Google? Donc, c'est relatif au corps dans sa dimension physique, D'accord. par opposition à sa dimension psychique. Et ben voilà, donc ça, on a la définition officielle. Donc ouais, non, mais c'est intéressant, c'est de voir que même dans la psychiatrie, en fait, il y a cette approche où c'est santé physique et santé mentale, qui sont deux choses différentes. Et ensuite, D'ailleurs, pardon? d'ailleurs, pour parler de troubles psychiatriques, il faut éliminer des causes dites somatiques. Ok. C'est-à-dire qu'on peut avoir à un moment donné une infection ou une pathologie précise qui a une atteinte cérébrale et peut mimer des troubles psychiatriques. C'est d'ailleurs un enjeu, on dit dans le parcours de soins, on sait que les personnes souffrant de troubles psychiatriques sont moins bien soignées sur le plan somatique. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais il y a de nombreuses études et de chiffres qui l'ont démontré. Et Mhm. c'est d'ailleurs un des enjeux des politiques de santé publique, c'est d'améliorer les soins somatiques et la prévention chez les personnes avec des troubles psychiatriques. Et pour quelle raison, à ton avis? Il y a d'une part une stigmatisation et d'une part une certaine dichotomie. Je pense bon, ça c'est il y a un trouble psychiatrique, du coup on a tendance à mettre peut-être plus de choses sur ce point de vue. Je pense qu'il faudrait interroger un urgentiste pour voir quelles sont vraiment ses représentations et ses pratiques et comment est-ce que sont abordées ces questions lorsqu'il arrive des troubles un petit peu somatiques chez des personnes avec des pathologies psychiatriques. Hein, c'est intéressant. En fait, les deux sont différenciés, mais sont liés. Parce qu'au final, enfin, je vais vous donner un exemple hyper simple. Si on se fait mal et que, par exemple, on se fait une entorse ou autre, en fait, on va pas pouvoir faire notre session de sport. Et si on fait pas notre session de sport, du coup, on est moins bien dans sa santé mentale. Et c'est marrant enfin, je trouve ça toujours intéressant de voir à quel point on différencie les deux, alors que tout est lié, quoi. Enfin, de l'extérieur, en tout cas. Et, mais je suis curieux d'avoir ton avis d'ailleurs par rapport à ça. Pourquoi est-ce qu'il y a vraiment ces deux courants qu'on différencie? Est-ce qu'il y a vraiment deux courants? Je pense qu'il y a des professionnels, tant d'un point de vue somatique que psychiatrique, qui ont une vision globale et il faut pas limiter
en occultant justement ces professionnels qui intègrent bien le patient dans sa globalité, où ce n'est pas juste une maladie, mais c'est une personne avec des réalités, des enjeux et des choses qui sont importantes pour elle. Je vais peut-être prendre un exemple qui va peut-être un peu complexifier le débat, mais qui peut en montrer parfois toutes les difficultés et qui sera peut-être assez parlant. Je me rappelle d'une patiente qui avait été hospitalisée pour un épisode maniaque sévère avec des idées délirantes et qui avait eu, du fait des traitements, on sait que certains traitements ont un impact important sur le transit intestinal et peuvent favoriser les occlusions. Et du coup, elle Alors, avait eu pardon, les occlusion, occlusions, c'est le fait d'avoir ça occlut, donc c'est bouché sur le tube digestif. d'accord. Parce que la motricité du tube digestif est altérée et le transit se fait moins bien. Ça peut aller jusqu'à l'occlusion. Et je me rappelle donc de cette patiente qui avait été peut-être insuffisamment écoutée parce qu'elle se plaignait beaucoup, parce qu'on peut douter de la véracité de ses propos, vu qu'il y a énormément de choses délirantes, et qu'il y avait eu un retard de prise en charge sur un syndrome occlusif ayant nécessité une intervention chirurgicale significative. C'est relativement rare, mais ça existe. On s'imagine ça du côté d'un point de vue, du côté de la psychiatrie. Je me pose la question, quelles sont les représentations chez les chirurgiens lorsqu'ils vont prendre en charge une personne avec des idées délirantes, comment est-ce qu'ils vont l'aborder? Quel est leur degré de tolérance? Donc, c'est des questions, en effet, et je pense que ça peut donner un certain éclairage sur ces éléments. Mais je ne peux parler que de mon point de vue, j'aurais du mal à dire ce que les représentations des somaticiens. Oui, oui, oui. Après, de toute manière, là, l'objectif, c'est de vulgariser et c'est en fait de vraiment rendre des choses qui semblent un petit peu dans une tour d'ivoire et compliquées, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir et de pouvoir comprendre. Et c'est vraiment ça, nous. Et donc, on sait bien que c'est ton opinion et qu'il y en a des diverses et variées. Donc là, ouais, on a compris un petit peu plus comment ça va se passer au niveau public. Donc avec ces trois, donc je me répète, mais je pense que c'est important pour la mémorisation, je me fais toujours l'exercice. Donc les CMP, les hôpitaux de jour et les hôpitaux complets, donc de nuit, entre guillemets, où on reste sur place. Donc ça, c'est une partie qui va pouvoir nous permettre de faire le parcours de soins. Et il y a un truc que tu as évoqué, c'était les listes d'attente en fonction des secteurs. Et ça, c'est un sujet qui est particulièrement compliqué pour l'avoir entendu des dizaines de fois, et ce qui entraîne le fait de se dire il y a des alternatives, et qui sont des alternatives privées, avec soit des professionnels en libéral, ou bien des cliniques. Et du coup, je pense que c'est important de justement d'ouvrir cette porte et que tu nous parles peut-être déjà de cette alternative en libéral et qui permet donc d'avoir parfois accès plus rapidement à un professionnel de santé et de ne pas être sur liste d'attente, par exemple. Ça sous-entend qu'il y ait moins d'attentes en libéral. Je ne sais pas. Ça, je pense que ça dépend encore une fois des secteurs. Euh, pour ma part, nouvellement installé en libéral, je sais que je n'ai pas d'attente ou pas beaucoup pour le moment, de savoir est-ce que ça va durer. Il y a beaucoup de psychiatres qui ne prennent plus de nouveaux patients, donc là, c'est plus une liste d'attente, mais c'est une fin de non-recevoir. Je ne suis pas sûr que ce soit si évident de trouver une place en libéral en fonction des secteurs. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la pratique libérale, bien que ça évolue, il y a moins de pluridisciplinarité. C'est des consultations plus ou moins ponctuelles. Si on prend une durée de 20 minutes, ce qui reste relativement acceptable, je pense, au vu des moyennes des consultations, en 20 minutes, on peut vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on a le temps de faire? Essentiellement, finalement, de la biologie.
c'est-à-dire regarder l'équilibre du traitement, la tolérance et son efficacité. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Comment est-ce que ces effets secondaires sont manifestés? Est-ce que l'efficacité et l'objectif pour lequel on a mis le traitement a été atteint? Quel est l'impact de ces deux éléments sur la qualité de vie de la personne? Est-ce que la personne est satisfaite de son traitement? Donc, Ok. je pense que ça, en 20 minutes, c'est ce qu'on n'a pas le temps de faire beaucoup plus et ça pose vraiment la question de la pratique en libéral. Bien qu'elle soit nécessaire, mais dans quelle mesure le professionnel collabore avec d'autres praticiens, dans quelle mesure on s'intéresse à l'ensemble des éléments. On parle de déterminants en santé mentale. Pour donner un exemple trivial, si j'ai un facteur de stress important du fait que ma maison soit en désordre, parce qu'en ce moment ça va pas, et pour moi c'est quelque chose qui me pèse, chaque fois que je rentre à la maison, je suis exposé à ce facteur de stress. J'aurais beau prendre des traitements, c'est un peu comme prendre alors je force un peu l'image, mais c'est un peu prendre du Doliprane parce qu'on s'est brûlé la main, mais garder la main sous le feu. Donc, il faut bien entendu avoir une prise en charge globale et c'est peut-être plus difficile en libéral si on n'a pas un parcours de soins adapté, si on n'a pas spécialement adressé ces questions. Ouais, Il clairement. faut comprendre aussi, parce que quand on oppose le public, on l'oppose au privé. La différence et le privé, ce ne sont pas d'ailleurs toujours des activités libérales. Ça peut être salariat. Il peut y avoir aussi des hospitalisations en clinique privée avec aussi des hôpitaux de jour et des consultations ambulatoires. Euh, je vais préférer l'exercice coordonné, le médecin psychiatre isolé ou les cliniques privées pour donner un peu plus de précision au contexte d'exercice. J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. Ce qui est intéressant en fait, et moi c'est un peu l'une des choses qui m'a donné envie de créer Stage, c'est que j'ai l'impression que le système de santé actuellement en France, il est principalement basé sur la santé physique. Et en fait, on a pris le concept de l'acte comme si on allait voir un médecin généraliste, et en fait, en 15 minutes, bon bah ok, on fait quelques tests, on est capable de déterminer a priori si j'ai une grippe ou si j'ai un rhume, et on va prescrire des médicaments. J'ai l'impression qu'on a un peu, en termes de modèle économique, enfin, l'État, de la manière dont il a pensé les choses, s'est dit, mais on fait pareil pour tout. Et que, en fait, dans la santé mentale, enfin, à titre personnel, moi, quand j'allais voir, et c'était mon ancien psychiatre, et que, en fait, au bout de 20 minutes, on me disait, bon, bah, prends tel médicament, j'avais l'impression de ne pas pouvoir réellement parler de mes problèmes et d'aller, en fait, faire une psychothérapie pour, justement, approfondir et rentrer un petit peu dans le vif du sujet et parler, peut-être, que je te donnais l'exemple du désordre de ma maison, mais qui était un peu la cause profonde. Et ça, je trouve que c'est assez frustrant et je suis curieux d'avoir ton avis enfin, par rapport à justement ça. Je te remercie pour cette question qui me plaît beaucoup. On en revient à la première chose, vraiment au premier mot, ce qui est qu'on avait échangé. Pourquoi la personne vient? La personne, elle vient rarement pour prendre un traitement. C'est pas pour ça qu'on consulte. On consulte parce qu'on a une demande particulière, une souffrance, hein, et de comprendre qu'est-ce qui cause cette souffrance. Parce que, je vais le dire encore un peu plus, de manière un peu plus provocatrice, c'est pas parce que la personne a une bipolarité qu'elle consulte. C'est parce que cette bipolarité entraîne une souffrance dans son quotidien. Et certaines personnes vont être embêtées parce que leur maison est en désordre, et pour d'autres, ce ne sera pas leur demande. En ce sens, et c'est peut-être là où le parcours de soins est à améliorer, je pense, dans beaucoup d'endroits en France, c'est dans quelle mesure, en amont, on a vraiment été explorer les différentes difficultés rencontrées par le patient et l'importance qu'il accorde à ces difficultés. Par exemple, un certain médecin peut se dire que, oulala, cette personne, là, il y a une désinsertion professionnelle, c'est grave,
Mais pour la personne, c'est pas ce qui l'importe. Pour la personne, ce qui l'importe, c'est de s'être engueulé avec son meilleur ami. Et c'est pour ça qu'il consulte. Et dans la notion de collaboration, si déjà on n'a pas les mêmes objectifs, ça sous-entend que tout ça a été exploré, ce qui est déjà prend un certain temps, et c'est un des enjeux en libéral. C'est quand même un peu mieux fait en CMP, même si c'est pas formalisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'outils, dans ce que j'ai pu en voir, qui permettent vraiment cette collaboration, cette co-construction, où on va formaliser ces différents éléments. En général, ça prend la forme d'une observation, qui n'a jamais été d'ailleurs soumis au regard de l'usager. Moi, je n'ai jamais entendu dire, bah voilà, je vous montre mon observation, regardez ce que j'ai écrit, qu'est-ce que vous en pensez? Peut exister, ça m'est arrivé il y a moins de 2 semaines, où un compte rendu, en fait, comportait des erreurs, et la personne me dit, mais en fait, non, c'était pas ça, et il s'est rendu compte en sortant de la consultation, donc bien après, qu'il y avait des éléments, lorsqu'il a demandé son compte rendu d'hospitalisation, qui étaient inexacts. Et en ce sens, c'est pour ça que, pour moi, un des enjeux principaux, et dans ma pratique, je demande aux personnes de beaucoup travailler avant même les séances, où elles vont déjà mettre sur papier un certain nombre d'éléments et de leur histoire, et c'est des choses qu'on va revoir ensemble. Et puis après, entre les séances, la construction de ces outils. Je l'ai formalisé un petit peu en 4 consultations, ne serait-ce que pour bien comprendre la demande. À partir de là, on peut... ça suppose aussi un degré d'urgence moindre. Lorsqu'il existe une souffrance importante, immédiate, avec le besoin de soutien, on peut aller plus rapidement vers une prescription médicamenteuse. Pas tellement dans un épisode maniaque, où là, il y a quand même souvent des examens à faire en amont, rapidement tout de même, mais c'est pas une première consultation. C'est exceptionnel qu'à une première consultation, je propose un traitement. Et c'est réservé aux troubles anxieux et dépressifs souvent. Ouais, c'est intéressant pour moi-même parler de mon expérience. En fait, alors c'est entre ma première dépression et le moment où j'étais diagnostiqué, ça a pris 9 ans. Et j'ai dû voir, je pense, 4 psychiatres différents qui, en fait, à chaque fois que j'allais les consulter, c'était en phase dépressive. Et à chaque fois, c'était un peu toujours le même truc. C'était 20 minutes, bon, ok, prenez des antidépresseurs. Et en fait, je me sentais pas vraiment écouté et je comprenais pas pourquoi on me prescrivait les médicaments et je comprenais pas les tenants et les aboutissants. Mais c'est vraiment personnel, hein. Et en J'ai fait, une question. J'ai vas-y. une question d'ailleurs est-ce qu'à cette époque, on avait déjà recherché des épisodes maniaques? Non, il y avait pas eu vraiment cette recherche et moi-même, j'avais pas toutes les informations. Et en fait, enfin, maintenant je le sais, je suis bipolaire de type 2. Donc, en fait, je n'avais pas des phases maniaques qui étaient intenses. Donc, en fait, j'en parlais pas. Et donc, en fait, c'était compliqué à diagnostiquer. Et ça, c'est a priori la moyenne en France, enfin, de ce que j'ai pu lire sur le sujet, c'est que c'est une situation, hélas, qui est assez commune. Mais bon, je parle de mon cas personnel parce qu'en fait, je me suis rendu compte que bah, c'était super d'avoir son psychiatre en libéral, mais que généralement, c'était pas suffisant et que en fait, j'avais besoin d'autres choses en parallèle. Et en fait, enfin, ce que tu dis là, enfin, moi, je vais pas cacher le fait que c'est ce qu'on est en train de construire. C'est vraiment de se dire, il y a aujourd'hui la possibilité d'aller vers l'hôpital public. Et de manière générale, moi, j'ai le sentiment qu'ils font quand même du bon boulot, en tout cas selon les secteurs, parce qu'ils ont cette vision globale. Et ensuite, il y a un peu cette version qui est, je vais consulter en libéral, où là, bah, comme tu le disais, il n'y a pas d'exercice coordonné, et aujourd'hui, bah, le parcours de soins, on va dire qu'il est limité, si on peut utiliser le terme. Et Upstage, enfin, c'est un peu la manière dont on l'a conçu, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour prendre les bons côtés de l'exercice coordonné et le fait de faire travailler des professionnels de santé ensemble, qui vont chacun avoir un rôle, et le fait d'avoir bah, l'accessibilité et la possibilité d'avoir des gens qui vont être spécialisés dans une pathologie
et donc aussi la liberté du libéral. Alors, je vais donner un exemple peut-être qui sera plus concret. C'est qu'aujourd'hui, lorsque je vais voir un CMP, donc s'il n'y a pas de liste d'attente et que si le CMP est super, entre guillemets, j'ai envie de dire, tentez votre chance. Enfin, c'est plutôt cool. Maintenant, si vous allez consulter en libéral, et c'est là surtout où on veut proposer une alternative, soit vous allez avoir quelqu'un qui va être donc isolé, ou soit vous allez avoir une équipe autour de vous. Nous, la manière dont on voit les choses, c'est qu'on va avoir le psychiatre qui va avoir un rôle de supervision et va s'occuper de la partie médicamenteuse, qui donc reste dans ce rôle avec des consultations, hélas, où le système de santé fait que compliqué de faire des consultations d'une heure, où à ce moment-là, il faut payer 150 € la séance, ce qui existe aussi. Euh, et ensuite, d'avoir en parallèle des consultations avec un psychologue qui, lui, va pouvoir rentrer plus dans une psychothérapie et avoir ce côté un peu plus comprendre la cause. Et c'est génial, en fait, quand on a ce binôme, mais surtout ce binôme qui travaille ensemble. Parce que c'est ça qui fait la différence. C'est comment est-ce qu'ils vont travailler ensemble et comment est-ce qu'on va travailler au-delà des séances. Et voilà, il y a aussi un autre point que je trouvais intéressant, qui était de parler à des gens qui sont en fait nos pairs et qui sont des personnes qui vivent la même chose que nous. Moi, je parle en tant que personne bipolaire, il y a des trucs où ça m'a débloqué le fait d'échanger et de parler à des personnes qui en fait sont passées par les mêmes états et qui peuvent comprendre parce qu'ils l'ont vécu, par exemple des phases dépressives. Et enfin bon, je trouve ça intéressant d'avoir ce trinôme c'est des choses voilà, qu'on est en train de développer. Tu parlais de tout ce qui est préparation, en fait, au-delà des séances, en amont et donc en aval. Quel type d'exercice tu proposes, toi, dans ta pratique là-dessus? Il y a, j'ai envie de dire, deux types de travaux entre les séances. Le premier, c'est une notion d'histoire du patient. Le mot utilisé, c'est souvent l'anamnèse pour dire l'historique. Euh, comme on le disait, je t'avais posé la question, est-ce qu'il y avait une recherche euh, d'épisodes maniaques passés? On ne trouve que ce que l'on cherche. Et il faut aider les personnes à se dire, voilà ce que vous recherchez. Est-ce que vous avez eu des épisodes où vous étiez trop en forme au point que les gens l'avaient remarqué, où vous aviez du mal à rattraper le fil de votre pensée, où vous pensiez que vous pouvez faire de grandes choses au point que les autres, où il y avait une augmentation de l'activité orientée vers un but au point que les autres vous avaient remarqué. Est-ce que cela avait des répercussions sur votre vie? Tout ça, en effet, il faut le rechercher. Et je dis souvent, si on passe le temps à poser ces questions uniquement en consultation, déjà la personne n'a pas le temps d'y réfléchir. Elle doit vous répondre en impro. Et elle n'a pas le temps de se poser ces questions, de pouvoir disposer des éléments qui vont être recherchés au sein de la consultation en amont, de les remplir et de les vérifier avec le psychiatre. C'est déjà un peu un changement dans la manière d'aborder les consultations et c'est quelque chose qui pour moi est essentiel et qui est, à mon sens, pas du tout assez fait. J'ai peu vu de consultations où ça fonctionnait comme ça. Aujourd'hui, il existe cependant une prise de conscience. On peut parler de, par exemple, Jardin Mental, qui est une application proposée par le ministère de la Santé qui va permettre une surveillance de certains éléments entre les consultations. Et ça, c'est peut-être la deuxième étape. C'est maintenant, si on arrive en consultation en disant alors comment est-ce que ça s'est passé au cours des 2 dernières semaines? Il y a 2 biais principaux. Il y a le biais de mémorisation. En effet, il peut y avoir des éléments importants, mais dans l'immédiat, je ne vais pas m'en rappeler. Et il y a aussi un biais de déclaration, c'est-à-dire qu'en fonction de comment je me sens aujourd'hui, si j'ai passé une bonne journée, j'aurais plutôt tendance à avancer les points positifs et à minimiser les points négatifs. Et en revanche, si j'ai passé une mauvaise journée, j'aurais plutôt tendance à mettre en avant les points négatifs et à mettre de côté les points positifs et avoir une vision trop subjective et qui demande d'en reparler et ça prend du temps.
on peut le prendre, mais si on prend 10 minutes sur une consultation de 20 minutes, on a déjà pris la moitié de la consultation sur ces éléments-là pour avoir un résultat en plus inférieur. C'est pourquoi la possibilité de surveiller différents points qui ont été définis en amont avec le professionnel et la personne, que ce soit l'humeur, la qualité du sommeil ou d'autres points spécifiques qui peuvent être le temps que j'ai passé à améliorer ou à ranger ma chambre. Donc, en fonction des objectifs qui auraient été identifiés, de pouvoir voir le suivi et ce qui s'est passé. Ça, c'est le point plutôt de surveillance. Et enfin, il y a des exercices qui ont plutôt attrait à de la psychothérapie, qui peuvent être discutés en disant, voilà, comment est-ce que vous... Et c'est là où on voit toute l'importance du travail avec le psychologue, avoir des outils psychothérapeutiques validés, que ce soit les thérapies cognitives ou comportementales, mais il y en a d'autres, en tout cas, celles qui s'appliquent le mieux à la personnalité du patient, mais aux troubles ou aux difficultés rencontrées, et qui correspondent aussi à l'état de l'art, de la médecine actuelle, qui puissent être proposées, investies, et encore une fois, rendre le patient autonome sur ces outils. Et c'est vraiment, encore une fois, donner à la personne le pouvoir d'agir sur sa santé. Notre rôle est de les accompagner là-dedans. Dans tout ça, finalement, le traitement, je dis une phrase que je dis souvent, c'est une béquille. Moi, j'ai jamais vu une béquille marcher. C'est les personnes, à un moment donné, peuvent s'appuyer sur une pharmacothérapie, un traitement médicamenteux, mais isolé, ça ne règle pas grand-chose. Ça permet d'avoir accès à ce travail-là. Parfois, quand on est trop déprimé, on ne peut pas y avoir accès, ou au contraire, en épisode maniaque, on ne peut pas avoir la tranquillité d'esprit ou l'esprit suffisamment serein pour avoir accès à ces outils. Donc là, en effet, il est peu judicieux de commencer à travailler sur ces choses-là, d'atteindre une stabilité. Quand une stabilité plus ou moins relative est atteinte, on peut travailler sur ces outils, mais c'est ces outils qui vont agir le plus sur les déterminants de la santé mentale, qu'ils soient internes ou externes. Ouais, c'est intéressant. Et en fait, ce que tu dis vraiment, c'est que, au final, c'est nous, en tant que personnes bipolaires, qui sommes maîtres de notre destin et qui allons, en fait, être l'acteur principal. Et que moi, je pense toujours que, en fait, on a le rôle principal, entre guillemets, et on a notre équipe autour de nous qui est là pour nous aider sur plein de sujets. Et qu'il ne faut pas l'oublier. C'est nous l'athlète et on a nos coachs autour de nous, quoi. Et, et ça, il y a plein de manières de travailler et je trouve ça intéressant ce que tu dis, notamment au niveau des outils. Et, et c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose clairement, c'est comment faire pour améliorer les pratiques, comment faire pour utiliser ces nouveaux outils, et toujours dans le même but qui est de permettre aux personnes comme nous d'atteindre leurs rêves, leurs objectifs, en fait de retrouver un peu notre potentiel de vie. Parce que moi, ce qui m'a, entre guillemets, détruit, et ça a été principalement des phases dépressives, ça m'a enlevé certaines opportunités. Je pense, par exemple, une boîte que j'ai créée il y a quelques temps, qui s'appelle dorénavant Kiflo, où en fait, une grosse dépression a fait que j'étais plus capable de travailler, et donc j'ai dû lâcher le projet, et donc mes cofondateurs ont continué, la boîte fonctionne très bien, mais ça m'a enlevé en fait ce potentiel. Et c'est cette dépression qui s'est étendue qui a entraîné le fait que toute la maison a brûlé parce que j'avais pas le bon accompagnement à ce moment-là, j'avais pas mis en place mon plan d'action. Et c'est un peu ça qu'on essaye de résoudre comme problème, et qui est un problème particulièrement complexe, mais en tout cas on y travaille. De toute façon, on pourrait parler vraiment des heures sur le sujet. Moi, je serais curieux de savoir un petit peu comment est-ce que, en tant que personne bipolaire, parce que j'ai donné un peu mon avis, mais comment est-ce qu'on doit se construire notre parcours de soins? Parce qu'on dit souvent que c'est le professionnel de santé qui va le faire, mais au final, c'est nous qui avons quand même le choix de dire j'ai envie d'aller voir un CMP, j'allais voir quelqu'un en libéral. Et quel conseil tu donnerais justement?
J'ai beaucoup aimé l'image que tu as donnée de l'athlète. Je trouve que c'est assez parlant et on va dire que les professionnels de santé sont le staff autour de l'athlète. Et que finalement, un athlète, aussi doué qu'il soit, a besoin d'un staff technique pour finalement atteindre des objectifs que seul il ne pourrait peut-être pas atteindre parce qu'il n'a pas les connaissances techniques pour exploiter les capacités. Cela dit, le travail, le staff technique ne le fait pas à sa place. Ce n'est pas le staff technique qui va courir sur l'entraînement et les principaux efforts sont fournis par l'athlète. Et pourtant, la victoire est commune et j'aime beaucoup cette image. Bah, il y a des qualités, des athlètes de différentes qualités et je pense que c'est vrai aussi des staffs techniques. Il y a des enjeux aussi différents en fonction du niveau de la compétition de l'athlète et au niveau des difficultés qui sont rencontrées. Il y a aussi ces éléments, voilà, différents niveaux de dispositifs. Ce qui est important, je pense, c'est vraiment d'adapter en fonction de la personne, de l'étape où elle en est, les différents outils dans le dispositif. Globalement, en début de prise en charge ou en début de carrière d'un athlète, il va pas faire les mêmes choses qu'à la fin. On va pas avoir les mêmes exigences, on va pas avoir le même degré de difficulté en fonction de la progression de la personne au début dans sa il y a au début tout le travail d'acceptation. Le coach, il ne faut pas qu'il soit trop loin en avant, de proposer déjà par exemple, on a parlé des directives anticipées, de proposer à quelqu'un des directives anticipées alors qu'il est plutôt dans le déni des troubles. Et c'est une étape importante dans l'étape d'acceptation, c'est pas évident. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un traitement? Une autre phrase que je dis souvent aux patients, les traitements, c'est pas moi qui vais les prendre. Il faut que la personne y trouve une utilité et il faut qu'elle soit convaincue que c'est utile pour elle. Il faut qu'elle y voit un intérêt. Le fait d'être trop en amont, même ne serait-ce qu'en proposant un traitement à une personne qui ne veut pas en prendre et en disant bah, si, moi, je vous le prescris, il y a déjà quelque chose qui est plus dans la collaboration. Et ça, peut-être, et à l'inverse, travailler les motivations pour l'observance chez une personne qui est déjà observante, c'est d'être plutôt demander des choses en dessous de l'étape et d'être toujours être à la bonne étape avec la personne, demande en fait tout simplement de l'écoute, centré sur la personne, centré sur les besoins. Et le bon dispositif s'applique d'une part en ayant connaissance des différentes techniques, mais en plus en ayant une connaissance et de la demande et de l'étape à laquelle est la personne. Pour prendre un exemple précis, j'ai eu dans ma pratique des personnes qui n'étaient pas trop pour un traitement. Elles se demandaient est-ce que j'ai fait un premier épisode, est-ce que je suis vraiment bipolaire ou pas. La science dit que oui, mais est-ce que cette personne a réellement besoin d'un traitement? Et est-ce que la personne se demande est-ce que moi j'ai réellement besoin d'un traitement? J'ai envie d'essayer sans. Est-ce le rôle du psychiatre de la convaincre? À mon sens, non. Le rôle du psychiatre est d'accompagner, non pas de convaincre. C'est-à-dire que c'est une phase qui est importante. Et puis, après tout, la personne a peut-être raison, sauf si l'état de l'art nous dit absolument non. Nous, on a un devoir d'information clair, loyal et approprié. Voilà ce que la science dit. Vous avez une grande probabilité d'avoir un nouvel épisode maniaque. Maintenant, si vous refusez, si vous ne souhaitez pas, plutôt, c'est même plus joli que dire de refuser, si vous ne souhaitez pas un traitement au long cours, moi, je vais vous proposer des directives co-construites sur qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce qu'il faut observer, quels sont les facteurs de stress à éviter et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place si ça arrivait. Par exemple, une réduction du besoin de sommeil, une augmentation des idées, qu'est-ce que cela impliquerait? Quand consulter? À quel niveau? Et collaborer avec la personne en disant d'accord, moi je veux bien vous accompagner dans cette abstention thérapeutique en étant à votre disponibilité, en vous donnant les outils
pour observer votre fonctionnement. Et puis, encore une fois, si la personne est venue en consultation, c'est qu'il y a une demande. C'est que c'est quelque chose qui est important. Il y a quelque chose d'important pour elle, pour qu'elle prenne du temps dans sa vie pour réfléchir à cette question. Donc, trouver qu'est-ce qui est important pour la personne, pour travailler autour d'elle sur ces éléments-là. Ouais, non, c'est intéressant. Et je reviens à la question du parcours qu'on doit se créer. Euh, Clairement, moi, je me suis posé la question, c'est en fait, qui je vais choisir? Est-ce que je passe en libéral? Est-ce que je passe en CMP? Par rapport au moment où je suis, comment choisir le bon acteur? Est-ce que je dois travailler avec un psychiatre, avec un psychologue? Et ça, cette question, est-ce que tu as des conseils? Quelles sont les étapes pour justement réfléchir et trouver potentiellement le bon parcours? Ça va dépendre du statut et de la demande. Est-ce que c'est une démarche diagnostique? Est-ce que le diagnostic est déjà porté? En ce sens, le psychiatre a en effet un rôle de coordination. C'est-à-dire que c'est important qu'il y ait au moins un regard médical, et parce que s'il y a une bipolarité, savoir quelles sont les stratégies médicamenteuses qui ont été euh, avancées, explorées, d'évaluer l'efficacité et la tolérance, ça c'est vraiment un rôle médical. Et personne d'autre peut le faire. Pour le reste, je ne pense pas qu'il existe de règles absolues. Il peut y avoir différents points, et là, je pense que le principal acteur, c'est l'usager. Il y a peu de psychiatres, à mon sens, qui vont aller vraiment prendre ça d'une manière, enfin, je veux dire, dans un exercice non coordonné. C'est très difficile à faire. Cette collaboration, ça existe en CMP ou en clinique privée. Après, je n'ai pas moi, j'ai l'expérience du CMP dans lequel j'ai pratiqué 6 mois, 1 an. Il y avait certaines limites en disant, bah, après, je vais peut-être pas suffisamment perdurer pour mettre en place une chose spécifique avec les équipes. Mais il y a moins de choix sur les collaborateurs qu'on va avoir dans l'équipe soignante, il faut qu'il y ait une vision commune, qu'on utilise tous les mêmes outils, et ça, c'est peut-être une des limites qui pouvait être avancée. Et aussi, en fait, en fonction du nombre de personnes prises en charge par le CMP, quand bien même il y a cette pluridisciplinarité, il y a une limitation dans les ressources. Et ça, c'est quelque chose qui est régulièrement avancé par les usagers. C'est qu'en fonction de leur trouble, pour eux, c'est pas suffisant. Ils ont besoin d'autres choses, de plus de consultations, plus de suivi. Et ça, on est plutôt dans la prévention de la récidive, dans des choses plus adaptées, plus sur mesure et à la carte, à la demande en fonction des besoins. Ça, c'est peut-être un peu plus difficile à faire dans le public. Et j'ajoute, je fais mon auto-promo, j'ajoute Upstage, qui peut être aussi une autre option, où on essaie justement d'avoir cette vision coordonnée qu'on peut avoir en CMP, mais avec des collaborateurs qui ont choisi de travailler ensemble, avec des méthodes qu'ils ont choisi de mettre en place. Mais c'est un vrai sujet, et je pense que la question, là-dessus, tu le dis assez bien, elle est très personnelle. Chacun a sa propre vision, chacun a un secteur qui est différent. Moi, si je devais donner quelques conseils, ce serait déjà de se renseigner, d'essayer de comprendre quelles sont les alternatives que vous avez, que ce soit côté professionnel libéral, côté CMP, est-ce que les CMP ont bonne réputation ou pas. Vous avez donc aussi l'option en ligne. Et c'est de faire un peu le pour et le contre. Ce serait intéressant d'ailleurs d'en discuter plus longuement parce que c'est des choix qui sont pas si simples que ça. Et la question, on n'en a pas assez parlé, mais se pose aussi au niveau des hôpitaux, au niveau des cliniques. Et vu que pour ce qui est le public, c'est très sectorisé, on pourrait même se poser la question de choisir un logement en fonction du secteur, parce que c'est un impact qui est tel que ça peut changer vraiment notre vie. Enfin, personnellement, moi, ça a un impact énorme sur ma vie. Euh,
Mais c'est des sujets qui sont hyper longs, mais en tout cas qui donnent envie d'être développés. Je serais curieux un peu de terminer par cette question que j'adore poser. C'est en fait, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans la santé mentale? J'ai combien de souhaits? L'idée, c'est de développer une idée. Maintenant, tu fais un peu ce que tu veux, on n'est pas, on a le temps. Je te laisse réfléchir une minute et je vais juste rapidement résumer ce qu'on s'est dit. Je trouve qu'on le fait pas assez. Et, en fait, moi, je suis un fanatique de tout ce qui est mémorisation. Et en fait, c'est la répétition qui fait qu'on apprend les choses. Je vous donne un exemple personnel. Pour ma part, moi, quand j'aime beaucoup, que ce soit un documentaire ou autre, j'ai tendance à l'écouter plusieurs fois. Donc bon, voilà, c'est juste un truc. Mais donc, on a vraiment différencié ce qui est public avec les CMP qui on voit être principalement lorsqu'on n'a pas un besoin d'hospitalisation, qui sont en fait à mettre entre guillemets sur la même ligne que les soins en libéral et que aussi les soins avec upstage. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, les trois alternatives lorsqu'on est relativement stabilisé. Et ensuite, lorsqu'on a besoin d'un accompagnement plus important, là, on va avoir les hôpitaux de jour. Il peut y avoir même d'autres alternatives, ça dépend de chacun, mais généralement, c'est vraiment ça. Et les cliniques privées qui vont permettre aussi de faire du jour. Et après, les hospitalisations donc, complètes, donc on va rester la nuit. Et pareil, en face, il va y avoir les cliniques de nuit. Ça, c'est un peu les grandes options. Maintenant, il y en a d'autres. On n'a pas parlé, mais c'était volontaire, des associations qui peuvent être vraiment un plus par rapport à ces choses-là. Maintenant, on a fait une liste, je la mettrai d'ailleurs en lien. Et voilà, c'était juste pour résumer un petit peu les différentes options. Et je te laisse répondre à la question, Guédalia, tu as dû avoir le temps. Ouais, maintenant, ouais, j'ai pu longuement peser la situation en ma tête parce que c'est une belle opportunité que tu me donnes de faire ce saut. Je voulais qu'il soit apprécié. Je dirais que toutes les personnes qui font appel à un professionnel de santé mentale aient vraiment le sentiment en repartant d'avoir été entendu et compris. Parce que finalement, c'est la base de tout. Et quand bien même on peut avoir certaines limitations ou faire certaines erreurs d'appréciation mais vraiment que les usagers aient pu avoir le sentiment d'avoir été entendus et vraiment compris sur ce qu'ils ont voulu dire, et peut-être que les professionnels aussi aient pu être entendus aussi et compris sur leur point de vue pour créer une vraie collaboration. Je pense que si chacun sortait avec ce sentiment d'une consultation à moyen égal, on aurait d'excellents résultats. Ah, c'est génial. Et non, je te rejoins clairement, et c'est quand même le nerf de la guerre. Parce que c'est pour ça qu'on va consulter, au final. Non, bah, c'était topissime. Bah, merci beaucoup pour ta présence, Guédalia. Donc, bah, merci à vous toutes et tous. C'était un plaisir et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup pour cet échange. Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet upstage.com, HOPESTAGE.com, et je vous dis à très bientôt.